Bonjour. Réveillé? Est-ce que je peux lancer le générique? Alors attention, lancement de générique. Si j'y arrive. Non. Je vais pas pouvoir le mettre, je pense. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, oui. Celui-là. Mais je crois que ça ne l'affiche pas. Dingue. Pardon. Petit problème technique pour nous. Ensemble, nous formons la société de minuit. Séparément, nous sommes très différents. Nous n'avons ni les mêmes opinions poétiques, ni les mêmes amis. Nous ne fréquentons ni les mêmes âgés. La seule chose que nous ayons en commun, c'est notre fascination pour la lutte sociale. Une fois par semaine, nous nous réunissons autour de ce barbecue pour nous raconter des histoires d'actions militantistes et partager nos revendications. C'est ce qui nous a amenés ici la première fois et ce qui nous pousse à y revenir chaque semaine. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à quitter votre petit univers bourgeois et à affronter le monde du capitalisme pollueur et du patriarcat. Chacun d'entre nous, nous allons vous raconter 3 histoires. Des histoires sérieuses sur des femmes et des hommes qui luttent pour un monde meilleur. 2 de ces histoires sont véritables, une est une invention de notre cru. Saurez-vous trouver laquelle? Pour la première histoire, je vais parler des grèves des femmes en Corée. Car elles sont considérées comme des machines à bébés. Chaque pays a leur lutte. Elles sont souvent liées à des problématiques locales. Mais il y a un combat qui est malheureusement mondial, c'est la lutte pour le droit des femmes. Nos amis coréens addicts sauront bien plus que moi prononcer les mots que je vais dire et seront sûrement beaucoup plus précis sur le sujet. Mais il semble que la misogynie est particulièrement présente en Corée du Sud. Vous confirmez ? En réaction à cette non-amélioration de la situation, le mouvement 4B est né. Les 4B, c'est pour le premier B, Beyond, le refus du mariage hétérosexuel. Le deuxième B pour Bishuan, le refus de l'accouchement. Le troisième, Binoe, le refus des relations amoureuses. Et le quatrième et dernier B pour Bisseukse, le refus des relations sexuelles hétérosexuelles. Cela se fait en parallèle du mouvement génération Sampo, la génération des 3 abandons, le relancement aux 3 choses, les fiançailles, le mariage et les enfants, qui lui est lié principalement au climat économique et d'injustice socio-économique. Ce mouvement, que ce soit les 4B ou le mouvement Sampo, conduit les Coréens à renoncer aux relations amoureuses, au mariage et aux perspectives d'enfanter un jour. En gros, c'est participer à l'avenir et à l'évolution du pays, et surtout à sa croissance. Même si ce n'est pas exclusif à ce pays, la culture coréenne conservatrice continue de renforcer les rôles traditionnels genrés lors des réunions familiales, lors des mariages ou des fêtes nationales. À ce moment-là, le rôle des femmes est de préparer le repas ou de faire certaines activités qui sont très, très codifiées pour les cérémonies commémoratives, et d'autres leur sont même complètement interdites. Il faut aussi le dire, et ce n'est malheureusement pas exclusif à la Corée, il y a des violences faites aux femmes. Par exemple, en 2019,
La Korean Women's Hotline estimait qu'une femme sud-coréenne était tuée tous les 1,8 jours. En France, on est à tous les 3 jours. C'est mieux, mais le mieux, ça serait de 0 femme assassinée, évidemment. Ce mouvement, les 4B, n'est pas sans controverse, car selon certains, il y a un problème d'inclusion pour les personnes trans. Cette colère, la colère des femmes, qui est liée à ce mouvement, est saine et permettra, je l'espère, de faire évoluer les choses. Mon histoire est finie. Et maintenant, à Rominski. Bon, eh bien, je vous parlerai d'un cas de lutte tout à fait unique dans l'histoire qui s'appelle les Bad Car Revolts. Nous sommes dans l'année 1926, donc aux États-Unis, à la période juste avant la Grande Dépression, où l'économie capitaliste est florissante et où bourgeonnent de nombreux secteurs liés à l'industrie, tels que l'automobile, le ferroviaire. Et c'est au cours de cette décennie qu'a lieu une protestation en mai 1926 pour protester contre les bas salaires dans une usine Ford à Chautauqua, dans l'état de l'Ohio, où les ouvriers sont payés un très maigre salaire, $5 de l'heure. Donc vous avez un groupe d'ouvriers qui décide de rendre les voitures produites dysfonctionnelles, complètement dysfonctionnelles, dans le but de faire perdre de l'argent à l'entreprise et rendre les voitures invendables et faire perdre en capital l'usine Ford, justement. Donc ils se concertent pour... ils ont eu quelques idées ingénieuses. Ils se mettent à mettre du miel sur les roues, ou à mettre de la colle sur les roues, pour les empêcher de rouler normalement, ou d'assembler les pièces n'importe comment, des voitures, ou de mettre des tags, indélébiles, justement, pour faire en sorte que ces voitures ne marchent plus. Eh bien, est-ce que cette technique fonctionne finalement ? Cette tactique semble fonctionner au début, et l'entreprise perd en capital logiquement, donc on dirait que c'est les ouvriers qui ont gagné, moins de 100 millions sur l'été 1926. Donc, a priori, ça fonctionne. Mais, non, malheureusement, la hiérarchie se montre inflexible. Et donc, c'est à ce moment-là que les employés doivent choisir entre perdre leur travail, malheureusement, ou continuer de produire des voitures dans des conditions déplorables. Oui, pardon. Le son. Oui. Mais les ouvriers n'ont pas dit leur dernier mot. Le mouvement gagne en ampleur à travers les États-Unis et les hiérarchies des usines cèdent comme des dominos face à la répression. Donc en février 1927, vous avez plusieurs augmentations de salaire. On passe de $5 de l'heure à $8 de l'heure. En avril 1927, vous avez des rénovations des infrastructures des usines pour réduire la pénibilité au travail, ou encore quelques mois plus tard, on passe de 40 heures de travail à 30 heures. Donc ce mouvement connaît une fin heureuse et c'était ça l'histoire des Bad Car Revolts. Merci. Nous allons passer à l'histoire de Sandy maintenant. Alors, merci d'être encore là, camarades de cette société de minuit de les revendications. À quoi ressemble un pays où quasiment toutes les femmes font grève ? C'est un pays complètement bloqué. Le 24 octobre 1975, en Islande, 90% des femmes ont cessé toute activité. C'est une journée sans femmes, ou même celles au foyer ont dit ciao à leur conjoint et ont laissé la garde des enfants en mode niquez-vous. Tout le pays se paralyse. Les écoles, les crèches, les supermarchés ferment. Les avions sont cloués au sol car pas d'hôtesse, donc l'avion ne peut pas démarrer. Les journaux ne sont pas publiés car les dactylos sont quasiment toutes des femmes et les services téléphoniques sont indisponibles. En bref, c'est la catastrophe. Afin de ne pas faire peur et de ne pas avoir de problème au travail aussi, ce jour avait été amené comme un jour de congé par la majorité des femmes participantes. Et le mouvement lancé à l'origine par un groupe féministe radical est très, très massivement suivi. Sur 220 000 personnes que comptait l'Islande à ce moment-là, 30 000 femmes se retrouvent à la capitale, soit 13% de la population totale. C'est beaucoup.
C'est beaucoup. 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 Oui, très. Surpris par l'ampleur de la grève, les hommes doivent remplacer les femmes à la hâte. Eh oui. Ils restent à la maison pour garder les enfants ou les emmènent au travail aux grandes dames de leur patron. Ils sont aussi obligés de remplacer les postes d'accueil un peu relous, comme les secrétaires de banque, les assistantes ou les vendeuses qui avaient toutes déserté leur poste. Eh oui. Mais pourquoi un tel mouvement ? 1975 avait été déclarée l'année de la femme par l'ONU, mais ça n'en avait que le nom. En Islande, l'écart de salaire était énorme avec les hommes et les droits des femmes étaient très largement dénigrés. Et du coup, la colère, elle montait. Ah Merci. Alors, après cet événement, des lois ont été votées pour favoriser la parité et notamment l'égalité salariale. Et 5 ans plus tard, l'Islande élit pour la première fois au monde une femme au suffrage universel direct. Pour la première fois au monde. Les Islandais et Islandaises accueillent leur première présidente. Depuis 7 ans, l'Islande est en tête du classement du Forum économique mondial en termes de parité homme-femme. Mais, les inégalités subsistent. La justice reste encore à la traîne sur les violences sexistes et sexuelles et les femmes touchent encore en moyenne 15% de moins que les hommes. Certes, c'est un des écarts les plus bas au monde, mais la lutte continue. Alors, mesdames, messieurs, camarades de cette société de minuit, bonsoir. Il y avait une histoire fausse parmi nous 3. À votre avis, laquelle ? La deuxième, la première. Alors, on va faire au vote. La première, la deuxième, oui. On vote. Qui dit que c'est la première ? La première, nous avons ceux-là. Ok, très bien. Qui dit que c'est la deuxième ? Ah, mince. Et qui dit que c'est la 3 ? Et oui, elle était vraie, la 3, oui. Et la 1, malheureusement, également. Et la 1 est malheureusement été vraie aussi. Oui. C'était bien la 2 qui était fausse. Eh oui. Alors, attends, je crois que je l'ai. Ah oui, je veux bien. Ah, mais attendez, je crois que la police arrive. Nous allons en garde à vue, le grand capital veut nous faire taire. Oh non. Le grand capital, bouh. Démission. Macron, explosion. Explosion. En tout cas, camarades de cette société de minuit, merci de nous avoir écoutés. La session est terminée. Merci. Bonjour Podren, bonjour. Bonjour la Podjam, très heureux d'être là. Merci. Alors nous sommes l'équipe 2, nous avons pris comme thématique raclette, puis notre émission s'appelle Tisane et Limbago. Donc je vous propose qu'on fasse un enregistrement d'un nouvel épisode de Tisane et Limbago. Attends juste que le logo arrive. Merci. Tisane. Et Limbago. Et bonjour Podren, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tisane et Limbago, le podcast des joies de quotidien entre la chaleur d'une tisane et la réalité froide d'un limbago. Alors aujourd'hui, comme l'a dit très bien mon comparse, émission spéciale raclette.
Raclette. Je suis Émilie Matzen et évidemment, je suis toujours accompagné de mes acolytes de toujours, Lexine. Coucou. Et Babar. Coucou. Mais tout d'abord, on va parler de raclette, mais je pense qu'il est important de faire un petit point sur qu'est-ce que la raclette. Donc j'ai demandé à une personne qui est proche à moi et qui a d'énormément de connaissances, qui s'appelle Wikipédia, qu'est-ce que c'est une raclette? Alors, une raclette, soi-disant, est un outil destiné à déplacer un liquide déposé sur une surface avec une fine lame plate. Elle peut être en caoutchouc ou en silicone. Une raclette, elle peut être utilisée dans le but de sécher une surface ou de la nettoyer. On connaît les raclettes très bien grâce aux essuie-glaces. Mais maintenant, parlons, il n'existe pas qu'un seul type de raclette, il me semble. Il en existe plusieurs, Lexine. Et tu as d'ailleurs une anecdote dessus. Ouais, une anecdote qui est vraiment dans le thème du podcast, puisque c'est notre podcast des petites joies de la trentaine. Voilà, Donc, il s'avère que quand on a 30 ans, voilà, souvent, on a une voiture. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de sortir le matin et de voir sa voiture complètement congelée? Genre, horrible. Et donc, quand j'ai acquis une voiture à 30 ans, donc vraiment just in time, et j'ai reçu un cadeau qui est toujours dans le coffre de ma voiture, qui m'accompagne à chaque instant. Je te laisse. C'est vraiment mon accessoire indispensable de tous les jours. Nous avons un fichier qui s'appelle, pour la technique, Image Lexine. Parfait. Ah. Merci. La raclette de ma voiture, qui est quand même unique. Une raclette fourrée à l'intérieur, toute douce, qui me permet de garder les mains au chaud, même à moins 10 degrés. Voilà, c'est parce que au bout d'un moment, j'ai plus l'âge de me faire chier. Hein. Le confort, c'est important. Donc, quitte à aller gratter à 6 heures du matin, autant que ce soit avec élégance et confort. Très bel objet. En tout cas, ça me rappelle quelque chose que moi j'ai eu à peu près la même chose. Ma mère gentiment, alors pareil, ma première voiture, je devais être plutôt à la vingtaine, qui était plutôt même un prêt d'ailleurs. Et m'a dit, tiens, au cas où, tu as besoin d'une raclette, ça sert toujours. Et pareil, le petit gant qu'il y avait, sauf que c'était, je pense, une taille à peu près encore plus petite que ça. Il était impossible pour moi de mettre la main là-dedans. Et surtout, c'est que la raclette était attachée avec, c'était inutilisable. Donc, je suis désolé, maman, j'ai dû jeter le gant avec l'arracher complètement de la raclette pour l'utiliser. Et garder toujours cette raclette, elle est toujours dans ma voiture. Mais c'est pas tombé spontanément, parce que moi, ça arrive que ça tombe quand même assez spontanément, ce petit bout de plastique. Ah, c'est pas de la grande technologie, ça c'est sûr. Mais oui, elle a dû se fracasser malheureusement devant le froid assez impitoyable de la Normandie. Mais je vais me permettre de continuer. Moi, j'ai un autre type de raclette, mais on reste à peu près dans le même thématique. Moi, c'est la raclette à patinoire. Alors, peut-être que ça vous parle un petit peu, une raclette à patinoire. Je suis obligé, je viens de la ville de Rouen, où il y a les Dragons, qui sont il doit y avoir environ 850 titres de champion de France, je crois, à ce niveau-là, au hockey sur glace. C'est une simple raclette à glace, en fait, la raclette de patinoire. Bon, elle peut avoir une lame qui peut aller jusqu'à 150 cm, même, un petit mètre 50, sur un manche de 1,60 m de longueur. Donc, vous pouvez quasiment faire ça depuis votre canapé. C'est vraiment assez pratique. Bel objet. Voilà. Mais bel objet, mais c'est pas forcément bon. On peut aller un peu plus loin. L'existence de cette raclette n'est là que pour parler quand même de ce fameux objet qui est la surfaceuse à patinoire. Ça va être ça le sujet. Alors, j'ai une petite image à la technique qui est image Babar numéro 1. Est-ce qu'il faut que je le... Ah, je crois qu'il faut que... Ah, ça arrive, ça. Attention. Vous allez comprendre tout de suite, je pense, la thématique. Après de ma question. Oh, sinon, c'est pas grave, je vais... Pas de souci. Ah, allez. La patience. Oui. Vous allez me dire, c'est quoi donc une surfaceuse à patinoire? C'est quoi donc? Oui, Benjamin. Ne sont-ils pas... Ah, je vais vous répondre, c'est gentil de poser la question. Ne sont-ils pas assez mignons sur cette photo, dis donc? Une surfaceuse à patinoire, c'est un appareil mécanique autoporté qui est utilisé pour l'entretien des patinoires. Alors attention, c'est un appareil qui est 3 en 1. Il fait le nettoyage de la glace, le rasage de la glace, mais également le ramassage des rognures de glace, très important. Alors, il peut également y avoir un petit arrosage supplémentaire, ça c'est cadeau, c'est fourni avec la machine. Alors les caractéristiques, parce qu'on se rend pas bien compte quand même, attention, c'est l'image numéro 2 au niveau de la technique. Parce que pour quand même montrer un petit peu c'est quoi comme type d'engin, même si je pense que dans l'univers collectif, on connaît plutôt bien une surfaceuse à patinoire. Alors ça va arriver, attention. Oui, il faut peut-être que j'appuie. Ah pardon, oui, c'est moi, excusez-moi. Hop. Image numéro 2 qui va arriver. Ah, c'est pas très grave. Attention, voilà. Voilà, là tout de suite. On est en Amérique du Nord, là, tout de suite, on est bien. Bon, là, ils ont pris une image, je crois, au contraire du sud de la France. Mais
C'est un poids à vide d'environ 5 tonnes pour ce type de machine, avec un poids rempli d'eau de 6 tonnes. Donc vous pouvez facilement avec les mathématiques trouver le réservoir. Un réservoir d'eau qui est de 1000 litres. La hauteur, c'est environ 3 mètres, donc c'est quand même pas mal. La puissance du moteur, est-ce que vous avez une petite idée 5. Alors c'est environ 60 chevaux, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Alors je n'ai pas trouvé la vitesse moyenne, je suis désolé. Est-ce que tu peux donner la puissance en Twingo par hasard? Puissance en Twingo, on est sur 0,7 Twingo je pense, environ. Pas mal. C'est précis. Je n'ai pas eu de confirmation donc, de la vitesse moyenne malheureusement. Il y a des pneus cloutés pour éviter les dérapages, pas de Fast and Furious sur les patinoires. Et à la base c'était des moteurs thermiques. Et ça posait un petit problème, vous imaginez bien, en termes de pollution quand c'était en intérieur. Donc heureusement maintenant, ce sont des moteurs électriques. Pour un prix, alors là j'ai pris un modèle en photo, environ 150 000 $, donc canadien. Donc je pense qu'on est à peu près dans les 200 000 €, quelque chose comme ça. Alors il y a le fonctionnement très rapidement. L'avant en fait de la machine découpe la glace et avec une vis sans fin va récupérer les petits copeaux de glace. L'arrière va asperger en fait de l'eau chaude qui peut être un petit peu savonneuse et qui va en fait permettre de mettre une fine couche toute neuve pour avoir une patinoire toute neuve. Voilà, tout simplement. J'ai 2 petites questions. Bien sûr. La première, est-ce que je peux dégivrer ma voiture avec cette raclette? Il faut une très grande pare-brise, je pense que. D'accord. Mais c'est possible. C'est une énorme raclette en fait, surfaceuse. Et puis je réutilisais la glace ainsi acquise pour me faire des mojitos. Alors normalement la glace va, alors comme elle a servi. Après, elle peut être propre dans un sens, mais elle va directement où tout a l'égout. Réellement. Ils ont littéralement 1 tonne de glace comme ça qui part dans les égouts. Voilà. C'est comme ça. Et donc c'était ma partie pour la surfaceuse à patinoire. Et je vais laisser Émilie du coup. J'en ai. En effet. Alors parlons de raclette. Alors on a choisi évidemment dans le sujet de la raclette de parler des premières choses qui nous viennent quand on parle de raclette. Les choses évidentes. Le mot raclette, qu'est-ce que ça fait penser? Et j'aimerais qu'on revienne parce qu'avec la raclette à patinoire, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Donc, les raclettes, ça vous parle, Podren? Oui. Ok. Est-ce que vous aimez les imprimantes? Oui. Avez-vous entendu parler de la sérigraphie? Alors, la sérigraphie, contrairement à ce que je pensais, c'est pas les petits dessins du syndicat des énergies renouvelables, mais ça vient du latin sericum, la soie, et du grec graphine, l'écriture. Parce que toujours, il y a quelqu'un qui s'est dit que mélanger 2 langues mortes, c'était gaulerie. Alors, qu'est-ce que c'est la sérigraphie si ce n'est pas un dessin de notre syndicat préféré? La sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui consiste à utiliser des pochoirs en soie, d'où le nom, interposés entre un encre et un support. Et pour étaler l'encre, on va utiliser... Une raclette? Une raclette! Dingue! Alors, cette technique, elle vient d'où? Et comment elle est apparue? Elle vient de Chine. Elle est apparue entre 960 et 1279. Ce qui est une échelle qu'on remarque plutôt courte, à peu près la même que j'utilise quand je sais que la dernière fois que j'ai parlé à Jimmy, c'était entre hier et il y a 10 ans. C'est précis. Il y a des avantages à la sérigraphie parce que, en plus de racler l'encre, ça permet d'avoir une encre beaucoup plus opaque. Elle tient plus longtemps du coup. Elle tient plus longtemps l'encre vu qu'elle est opaque. Et c'est joli. Oui, c'est vrai. C'est joli. C'est vrai. Ça fait des très belles choses, c'est vrai. Alors, vous demandez certainement une question, mais pourquoi est-ce qu'on utiliserait la sérigraphie, la raclette à encre là, alors que la grosse Bertha, mon imprimante qui fonctionne 1 fois sur 10, pourquoi elle ferait pas l'affaire? Et pourquoi? Très bonne question. Mais parce que la sérigraphie, on l'utilise dans des cas très précis. Donc on l'utilise notamment pour la signalétique et pour la création artistique. On remarquera que j'ai pas inclus la signalétique dedans, des os pas des os. Et je terminerai avec une petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'on utilisait une raclette à l'origine, la raclette à encre, la sérigraphie, mais maintenant ça a été remplacé par un rouleau. Et je trouve ça honteux. Pourquoi tu n'aimes pas Jason Derulo? Oh. Ah ouais, parfait. Non, merci beaucoup. Moi, je connais aussi, alors, principalement par rapport aux t-shirts de concert, parce que c'est quelque chose d'assez cool qui peut être fait. Également des affiches pour les concerts qui sont, alors les monuments un peu underground, qui sont tirés à très peu d'exemplaires parce que c'est beaucoup de temps. Je crois que tu l'as dit en plus, que ça peut, mine de rien, faire une sérigraphie, ça peut prendre du temps. Et également des vinyles. Voilà, vous avez des très beaux vinyles, parfois sérigraphiés sur une face, et ça, c'est très très cool aussi. N'essayez pas de passer le son, ça ne marche pas sur cette partie-là, mais en tout cas, ça fait un bel objet. Merci beaucoup à vous deux.
Merci Lexine, merci Émilie. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, en dehors bien évidemment de Tisane et l'Impago? Je commence, très bien. Eh bien, on peut me retrouver, je suis scénariste aussi pour mes fictions sonores et écrivaine à mes temps perdus, mais aussi on peut me retrouver dans un podcast annuel, La Nuit sans images, une cérémonie qui a pour but de faire découvrir la fiction sonore et qui récompense les fictions sonores terminées chaque année. Quant à moi, je fais plein de bêtises au sein du label Podcut, voilà, entre les clubs de lecture, les watchlists. J'ai aussi mon podcast qu'on a pu entendre hier matin, Gonbe, qui parle de la Corée du Sud et puis des fois un peu de la Corée du Nord, voilà. Et toi, Baba? Alors, moi, je fais partie de la sémillante équipe de B-Side Games. On est en pause, malheureusement, mais je suis invité, j'ai la chance d'être invité par plein de copains, donc on peut m'entendre à pas de petits endroits, et également, voilà, à Podren, mais aussi pour un futur épisode de Tisane et l'Impago, bien évidemment. Merci. Merci, Podren. Attention, prochain épisode, la raclette à juin. La raclette à douche pour éviter le calcaire, Ah bah oui. s'il te plaît. Je pense que je suis capable de faire le crack en direct, là, si vraiment je me donne. Tisane. Je t'ai posé des questions un peu. Et l'Impago. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis en ce jour saint, ce dimanche pascal, c'est pour célébrer le Sacro-Saint Podcast. Avec lequel nous allons tous ensemble communier, car tel notre Seigneur, le podcast est partout, il est nulle part. Il est là, au détour de votre PC, caché dans votre téléphone. Certaines ouailles l'ont même écouté à travers une clé USB. USB? Oui. Oyez, mes frères et mes sœurs, louons le sacro-saint balado et réjouissons-nous de son omniprésence. Et c'est ainsi qu'avec sœur Merline et sœur Loli, nous allons, avec vous tous réunis, appliquer les saintes écritures du diocèse de Podren qui, en substance, disaient ceci: en votre âme et conscience, vous devrez choisir parmi ces 7 sujets le traité en coreligionnaire afin de diffuser la bonne parole. Par Saint Dany de Galaxy Pop. Dany Galaxy Pop. Comment trier? Car choisir, c'est renoncer. Non, face à l'épreuve, nous avons décidé de tout traiter. Oui. Merci, Mergrin, merci, c'est bon, là, c'est bon, ça merci. suffit, hein. C'est bon, ça va aller. On arrête le trip religieux? C'est bon, ils sont pas dedans, là. Ils sont pas D'accord, dedans. bon. Eh ben c'est parti, Merline, tu démarres. Hein. Ouais. Et si je vous disais bifidus actif et pub, vous pensez à quoi? Oui, je pense que vous pensez tous à ces fameuses pubs où les personnes qui ont mal au ventre guérissent instantanément après avoir mangé un yaourt. Bah, allons-y, on va tous tester la prochaine fois, on aura méga mal au ventre. On verra si on devient des super-héros grâce à ce super antidote. Parce qu'à la base, le bifidus actif, ces 2 grands mots qui sont écrits sur les yaourts, bah, c'est des bactéries qui aident effectivement à la digestion, mais elles existent déjà dans notre intestin. Donc en gros, bah, ces pubs, elles mettent en avant des yaourts qui coûtent plus cher, juste parce qu'ils ont rajouté des bactéries qui existent déjà dans notre corps. Bon, je pense qu'on adore tous ici le marketing, mais perso, moi, j'attendrai un petit peu pour une solution miracle. Surtout dans des yaourts, quoi, ça fait pas rêver, quoi. Donc si jamais vous avez besoin,
allez plutôt demander un conseil en pharmacie au lieu d'acheter des tonnes de yaourts au Bifidus. Bonjour Merline, j'ai trop de yaourts dans mon frigo. Qu'est-ce que j'en fais? Ah bah là, va falloir que tu les manges, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça se périme quand même, les yaourts. Hein. Les gâteaux aux yaourts sont-ils une solution? Oh, je suis pas si sûre que ça. Hein. Et tiens, Podcast pratique. Podcast ouais, pratique. c'est ça. Astuce. Puisqu'on parlait de pub, il y a autre chose qui peuvent influencer les gens. Comme par exemple, je sais pas, au hasard, des personnalités qu'on peut nommer des icônes. Qu'est-ce que t'en penses, Mergreen? La transition, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. C'est de l'artisanat, ça. Bah, c'est marrant de parler d'une icône en plein week-end pascal, déjà. Oui. Au moment où on en célèbre une qui a suscité autant de passion, les pires comme parfois les meilleurs, enfin c'est pas sûr ça. Et moi je suis plutôt du genre iconoclaste. J'aime pas trop le sacré, je trouve ça dangereux et paradoxalement je respecte ceux qui consacrent leur foi. Hein. Oui. Tant qu'ils viennent pas me casser les orteils avec leur prosélytisme, ça va. Et puis quand on y réfléchit, il y a presque autant d'icônes que de croyances. Je pense que quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré a besoin d'une icône de sécurité. Ah oui, attends, ça arrive. Tu vas voir. Alors, interruption. Victor Hugo disait « Les calembours sont des paix de l'esprit ». Je vous préviens, je vais lâcher des caisses. Hein. Le passionné d'ostéopathie a besoin de l'icône du fémur. Vas-y. Celle qui va en vacances à Arcachon vénère l'iconifère. Attends, je leur laisse le temps de réfléchir. C'est bon. Attends, ça vient. Le crétin cherche l'icône conne. Quand De Funès volait le Yukon Kun. Oh, joli. Le fervent chercheur désire l'iconnaissance et l'amateur de sardines l'iconnétable. Alors cela... Celui qui désire être vu a besoin d'une icône de signalisation. L'influenceuse à Dubaï est juste une icône. Les fous du plastique célèbrent la silicone. Les sensibles pratiquent l'émoticône. Joli, joli. Les nipophiles polis l'iconichiwa. J'ai mis du temps à la comprendre, celle-là. Est-ce que Schwarzenegger lui-même n'est pas une iconane barbare? Que seraient les hippies s'ils pouvaient pas faire tourner l'icône? L'icône. Il n'y a pas, c'est pas grave. Et les Irlandais sont célébrés par Michel Sardou avec les lacs de l'icône et Marat. Elle est de Merlin, celle-là. Et enfin... J'écoute, est-ce que les licones Pour en existent? revenir à Pâques, Jésus-Christ est quand même représenté en haut du pain de sucre au Brésil, c'est l'icône Covado. En résumé, pourquoi cette icône-là, alors que les icônes sont légion, elles sont pléthores et resteront figées dans le temps par leurs admirateurs telles des icônes glacées. Nous en vénérons toutes et tous au moins une, mais ça reste quelque chose de personnel, tel une passion secrète. Position. Ça, c'est de la virgule. Et d'ailleurs, Mergreen, t'as cité Schwarzenegger, ça me fait penser. L'autre jour, j'ai vu passer un article de Topito sur le top 9 des passions secrètes qu'ont des stars françaises. Oh, je suis sûre que vous rêviez de savoir que Philippe Etchebest avait créé son propre groupe de rock, ou que Teddy Riner avait doublé des personnages de dessins animés. Et oui, comme par exemple le Fennec dans Zootopia. Mais est-ce que vous saviez que Nikos Aliagas était psychopompe? D'accord. Qu'est-ce que c'est que psychopompe, vous me demandez? Et non, c'est pas un psychopathe qui aime faire des pompes comme certains pourraient le penser. Hein. Pardon. Ouais, Mais c'est drôle. Ouais, non, c'est drôle. Eh bien, c'est quelqu'un qui lave et guide les morts dans leur voyage vers l'au-delà. N'empêche, j'aurais jamais pensé que le gars qui présente une émission où les gens jugent si les choses chantent bien, eh bien, ce serait un genre de Charon ou d'Ankou des temps modernes, quoi. Ça rajoute un petit côté mystique, je trouve. On dit pas Caron? Oh, je sais pas, je... Carré. Les Carré deux. ou rond, c'est Carré l'un ou ou l'autre. ouais. Tu peux pas faire les deux. Carré rond. Carré rond point.
Imaginez, tu te fais éliminer dès les auditions à l'aveugle, et quand tu meurs, t'es guidé par le mec qui t'a brisé ton ego. Parce que tu pensais chanter, par exemple, je sais pas du tout dans l'excès, comme Michael Jackson ou Beyoncé, quoi. Et quand t'arrives au moment le plus important, et ben en fait, c'est un mix entre The Voice et Le Jugement Dernier, tu vois. Où t'as Big Flo et Oli, Non, pas Big Flo et Oli. qui font partie des juges et qui te font un petit remix de Dommage, mais avec tous les moments où tu t'es foiré dans ta vie. Même jusqu'à la fin, ça aura été l'enfer, quoi. N'empêche, hein. En parlant d'enfer, on passe au prochain thème, l'ASMR. Stop. Ouais, non, c'était bien. Non. Putain, on peut rien faire. Je reçois un flash info dans l'oreillette d'après une enquête exclusive de nos collègues. L'ASMR, c'est fini. À présent, les vrais savent que ce qui fonctionne, c'est la haine sa mère. Un concept où l'on écoute diverses voix hurler avec violence en opposition à l'injonction au bien-être et à la maîtrise de soi. Tout ça, Voilà, c'était bien. Oh, c'est à moi. Et si tu nous parlerais pas d'un petit barbecue sur l'endroit ? Ouais, je vais vous parler d'un truc un peu moins drôle. Je vais vous narrer un cheminement de pensée qui m'a appris à me méfier de moi-même et des jugements à l'emporte-pièce. Vous vous rappelez des Gilets jaunes ? Ce mouvement qui bloquait les ronds-points, emmerdant le Pékin qui allait bosser, limitait l'accès aux grandes surfaces, empêchait les mères de famille d'acheter des victuailles ou de nourrir leurs enfants, et tout ça parce qu'une Rombière et deux Charlots ont commencé un mouvement sur Facebook visant à unir les consommateurs de carburant à protester contre l'élévation du prix du carburant qui atteignait 1,50 € fin 2020. Pour dire vrai, j'avais rien contre ce mouvement social spontané, sans chef. J'utilise pour des besoins professionnels énormément la voiture, mais je paye pas l'essence moi-même. Donc, par empathie, je ne pestais pas plus que ça dans les longues files d'attente qui ralentissaient la circulation et retardaient un rendez-vous pro. Je sens que vous n'écoutez plus. Ouais. C'est important, c'est socialement engagé là, hein, Ouais. s'il vous plaît. Merci. Ça m'empêchait de retourner en mien foyer, ça me retardait, et puis des têtes, des représentants ont commencé à émerger, et là, ah mon Dieu, que m'apprennent les informations. J'apprends que parmi ces têtes, plusieurs d'entre elles, voire un grand nombre, étaient affiliées au Rassemblement du Front National. Ou le Front du Rassemblement, je ne sais plus, enfin il y avait un truc comme ça. Oh. Et moi qui ai vécu plus de 50 ans dans l'amour de mon prochain, qui ai arboré le badge touche pas à mon pote à 11 ans, fils de socialiste et petit-fils de Coco, à l'idée de me compromettre ne serait-ce qu'idéologiquement avec des gens de cette engeance intellectuelle, je vire ma cutie aussi sec et me désolidarise immédiatement de ces mangeurs de merguez qui font des barbecues sur des ronds-points. Je rappelle que cet art culinaire de haute volée, c'était l'apanage des gauchistes. Exactement. Qui vient me mettre de la chemise brune dans mes chipots ? Le temps passe un peu, pas trop long, mais une quinzaine de jours quand même, et je réalise que s'il y a une notion qui dépasse le clivage des idées, des philosophies et de la politique, c'est bien la faim et la peur de celle-ci. Ne pas pouvoir se nourrir et ne pas pouvoir nourrir ses gosses, ce n'est pas l'infamie via le regard des autres qui vous tombe dessus, mais votre propre honte qui vous écrase et vous submerge. Perso, j'avais la honte de m'être arrêté à cette idée de non-compromission. Le poète disait « mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». J'ai reviré ma cutie aussi sec. Encore. Je crois que ce qui nous paralyse aujourd'hui, c'est qu'une idée commune à une majorité, aussi bonne soit-elle, nous paralyserait de peur d'être associé à quelqu'un d'un autre bord qui la partagerait. J'ai pris une bonne leçon de vie, je ne le regrette pas. Et au fait, le litre d'essence, il est à 2 €. 2 €, c'est le prix du paquet de raclette chez Prolo Shop. 2 € seulement. Quelle aubaine. Vite, on devrait tous en profiter. Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, trop
trop fort, trop gros, trop maquillé, trop habillé, trop intelligente, trop courte ta jupe, trop Yves ce soir-là, trop gentille, trop douce, trop énervée, trop féministe, trop rigolo. L'âne trop rigolo. Et merci, c'était tout pour nous. Merci. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est arrivé près de Podren, votre podcast de référence en matière de true crime. Oui, tu as bien entendu, toi. True crime, du truc crime tricoté et crocheté. On se raconte nos histoires lugubres avec nos aiguilles et du fil de coton. C'est pour de vrai. Totalement pour de vrai. Je gère le crochet. Alors, voilà le concept. Nous allons vous présenter 3 histoires plus ou moins glauques, tout en poursuivant nos ouvrages. À la fin, vous pourrez voter à l'applaudimètre laquelle est l'intrus, laquelle est en fait fausse, inventée de toutes pièces, tricotée sur mesure pour vous. Parce que, sachez-le, c'est arrivé près de Podren. ASMR. La première de ces histoires s'appelle « Ne prends pas trop la confiance, tu pourrais te faire pincer très fort ». Nous sommes en 2015, dans le Maryland. Christopher Wallace, que nous appellerons John pour des questions d'anonymat, pénètre dans un restaurant de son quartier. Oui, je ne cite pas la ville pour des raisons d'anonymat et parce que je ne sais pas. Il vole plusieurs batteries de casseroles. Batteries de casseroles, pas des batteries. Casserole ? Casserole. Tu as dit casserole ? J'ai dit casserole. Ah, vas-y, continue. Et s'enfuit, j'ai perdu mon crochet. Et s'enfuit avec. La police l'identifie assez rapidement, mais ne peut mettre la main dessus. Oui, merci Aline. Et John, se cache pendant plusieurs semaines. La première semaine passe, rien ne se passe, il n'est pas découvert. La deuxième passe, rien ne se passe. Ah, il est là. La deuxième semaine passe, les policiers ne le trouvent toujours pas. La troisième semaine, toujours rien. Toujours rien la troisième semaine ? Toujours rien. Je peux pas y croire. Eh ben, John commence, lui, à y croire un petit peu. Eh oui, il est posé chez lui. Alors il publie sur Snapchat, oui, on est en 2015, il publie « Ah bah, je suis posé chez moi et les policiers ne me trouvent pas. » Bon, ni une ni deux, les policiers débarquent chez lui. Évidemment. Car oui, dans ses followers, il avait quelques personnes qui n'auraient pas été reniées en 45. Ah, les poucaves. Ouais, les poucaves. Je déteste ça. Il y a de la pouquille dans le sas. Donc, les policiers débarquent chez lui, entrent dans le salon, la cuisine, rien. Personne. Pas de John. Dans les toilettes. Snapchat est plutôt fiable. Pourtant, oui. Et puis John a publié qu'il était chez lui. Ça devrait être vrai. Forcément. Bah oui. Dans les toilettes, personne. Dans la chambre, personne. Bon. Bah, les policiers, il est l'heure de l'apéro, quoi. Ils arrêtent les recherches. En remettant évidemment l'appartement dans l'état où il l'avait trouvé en entrant, bien sûr. Oui. Non. Alors à ce moment-là, John publie sur Snapchat. Hé hé, je suis chez moi, je suis dans la penderie et ils ne m'ont pas trouvé. Ni une ni deux. Les policiers rebroussent chemin, ils lâchent l'apéro, tant pis. Et puis ils ouvrent la penderie. Ils trouvent des habits, des chemises, un peu chemise hawaïenne, chemise à carreaux. Et en dessous, des pieds. Et au-dessus des pieds, John. Ne prends pas trop la confiance, tu pourrais te faire pincer très fort. Ah, voyons.
On n'applaudit bien sûr pas le criminel, hein. Ça se fait pas. Ni mon art du tricot. Vas-y, nous on tricote. Oui, c'est ça. Donc, mon histoire s'appelle Los Quesos Mexicos. Alors, comme l'indique le titre, je vous invite à me suivre au tribunal correctionnel de Paris en ce début de juin 2015. Sur le banc des accusés, il y a 3 personnes, mais il manque quelqu'un. Il manque Gilberte Van Herp, surnommée Madame Gilles. Ces personnes sont accusées d'escroquerie en bande organisée, toi-même tu sais. En bande organisée. Organisée. Les hispanophones parmi nous me diront « Mais dis donc, ça vient faire quoi les fromages magiques là-dedans ?» T'as compris? C'est pas un accent hispanophone, ça. Non, mais los quesos Mais qu'à peine los quesos mágicos. Los quesos mágicos, ¿para qué? La racletta. Alors Gilberte, donc Madame Gilles, septuagénaire, est accusée d'avoir monté une arnaque pyramidale à base de ferment lactique. Madame Gilles aurait vendu des kits de fermentation à prix d'or à de petits producteurs chiliens entre 2004 et 2006 afin qu'ils fassent des petits fromages dans le but de les revendre aux grands groupes cosmétiques français pour la composition de crèmes blanchissant la peau. De quoi se tartiner la figure. Ces kits comprenaient des ferments, des toiles de soie pour séparer le fromage du petit lait et des étuis en papier pour les mouler. Ce kit coûte normalement une quarantaine d'euros, mais cette très chère, j'insiste sur chère, Madame Gilles vendait ces petits kits à 369 €. Les victimes se sont endettées, ont hypothéqué leur maison pour acheter une promesse. Je te la remettrai après, t'inquiète. Donc, la promesse était un retour sur bénéfice de 100%. Et je vous parlais d'une arnaque pyramidale, puisqu'en fait, les mises des uns payaient la mise des autres, etc., etc. Une pyramide de Ponzi. Mais du coup, il y avait du fromage quand même à la fin. Ah, attends, j'y viens. En plus, vous aviez un complice qui se faisait passer pour le meilleur producteur de la team et qui recevait des cadeaux pour ses pseudo-efforts afin de motiver les autres victimes. Alors qu'ils ne sont pas payés, les Chiliens portent plainte auprès des autorités locales qui découvrent non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas quatre, ah oui, mais 5 tonnes de fromage en train de pourrir dans un entrepôt près de Santiago. Jamais expédié. Donc je vous laisse imaginer. C'est ça le plus grand crime. Je vous laisse imaginer l'odeur, oui, effectivement. Ah oui. Mais c'est à Santiago, on ne sent pas d'ici. Non, ça va. Ça va. Le vent n'est pas dans cette direction. Donc un peu moins de 5000 victimes, dont la majorité ne sera jamais indemnisée. 5000 victimes qui ont globalement tout perdu. Pour du fromage. Donc Gilberte a été condamnée à 250 000 € d'amende et 6 ans de prison, dont 3 fermes. Ses complices auront des peines moindres ou seront même relaxés. Elle avait monté des sociétés écrans sans jamais apparaître dans les statuts, donc une société notamment au Luxembourg pour acheter des ferments en Pologne, une société au Congo pour gérer l'export entre le Chili et la France, enfin, tu vois, et en plus sur place, vous aviez la société chilienne qui était gérée par un peintre en bâtiment. Ça pue un peu quand même. Ah oui, et je parle pas du fromage. Ah oui. Et elle-même n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait fait une autre arnaque aux champignons fermentés au Pérou, une arnaque aux ferments lactiques en Belgique, qui lui avait valu déjà 5 ans de prison. Et pour compléter le CV, elle était par exemple négociante en ivoire et en diamant dans les années 60 en Centrafrique pour son beau-frère, l'empereur Bokassa Ier. Voilà. Donc, sacrée affaire que c'est fromage magique. Los quesos mágicos. Et au procès, elle leur a dit « Allez, on va pas en faire un fromage quand même, hein ?» Elle n'est pas venue. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben, voyons. Alors, je pose mon ouvrage, hein, parce que je suis pas comme vous, je peux pas faire 2 choses en même temps. Je suis désolé. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui est peut-être vraie,
peut-être fausse, comme mes deux camarades. Qui sait? Désolé, on n'a pas copié, hein, c'est avec le groupe précédent. Une histoire qui s'appelle la mafia du galet. Oui, c'est moins... Alors, notre environnement est fragile. C'est un coup de gueule, comme mon camarade. Ça dénonce. Ouais, ça dénonce aujourd'hui. Il est à la merci de groupes fort peu scrupuleux et déterminés, motivés par le seul profit individuel à court terme, au mépris du bien commun et de la nature. Heureusement, qu'en ce qui concerne les mollusques, les fleurs, les galets et en même temps le sable de nos plages, il existe un arsenal législatif qui protège notre écosystème littoralien. Oui. Et peut-être même un numéro vert. Ah, ouais. Forcément. Cela a pour le nom le Code de l'environnement. Sachez qu'il peut vous en coûter de prélever des fleurs protégées sur notre littoral la somme rondelette de 150 000 € d'amende. Eh oui. Une amende d'ailleurs pour captation déraisonnable, abus commercial du sable ou des galets peut vous valoir une condamnation allant jusqu'à 1 500 €. Attention. Ok ? Et qui, oui, qui peut brandir et faire appliquer la loi pour sauvegarder les bords de mer de l'érosion et de la rapacité humaine? Une poignée de policiers municipaux, pour les plus huppés des stations balnéaires, et de gendarmes plus affairés à démanteler les plantations clandestines de cannabicotiers et faire ralentir les chauffards avinés. Toutefois, quelques-uns d'entre eux et elles, littéralement sur leur temps libre, et probablement amoureux et amoureuses des paysages, enquêtent parfois jusqu'à l'absurde et contre leur hiérarchie pour protéger ceux-ci. L'affaire emblématique dont je vais vous parler a été révélée par un consortium de journalistes chevronnés et les noms des protagonistes ont été bien entendu changés afin d'éviter des répercussions médiatiques et criminelles devant l'étendue de l'organisation qui est dans cette histoire. Tout a commencé lors d'une balade vespérale de Gwenaël Chipodec entre chien et loup sur la plage du Guesclin, dans la commune de Saint-Colomb, à 10 minutes du Leclerc de Saint-Malo, mais jouissant d'une joie propre à plonger l'âme dans la contemplation. Mais notre jeune auxiliaire de police municipal débutant n'eut pas le loisir de sécher ses larmes d'une rupture amoureuse en se perdant dans les reflets de la lune sur les flots. Oh. Non. Il assista à un odieux forfait. Des dizaines de malfrats, remplissant des cagettes de précieux galets et les chargeant à toute vitesse dans une camionnette garée qui plus est sur un emplacement handicapé. En infériorité numérique, fort peu courageux de surcroît, et ayant jeté son smartphone rempli de photos de son ex-copain, il a dû expliquer cela de vive voix à sa responsable qui n'alla même pas constater le forfait. Une honte. S'ensuit alors un véritable traumatisme, et Chipodec ne s'en remit jamais. Passant des années à grimper les échelons de la hiérarchie des forces de l'ordre et à recueillir les témoignages de vols toujours plus massifs de ces charmants rochers polis, l'amour le jeta dans les bras d'un journaliste de Ouest France, qui lui aussi se passionna pour sa croisade. En recoupant les informations, glanées, vous voyez, avec les petits fils comme ça, non, vous voyez pas, avec des photos. Si, vous voyez, vous êtes fatigué, ok. Ça y est, j'ai perdu mon texte, merde. Ils firent, croisant toutes ces informations de gens qui venaient déposer des mains levées, qui étaient aussitôt étouffées, des plaintes qui n'ont jamais été entendues. Des mains levées, comme ça, hop là. Pardon. Ils firent des alliances, tant journalistiques que policières et gendarmiques, et il en ressortit une pêche intéressante de données et même un mobile. Sachez que depuis l'isolement dû au Covid, les artistes et autres thérapeutes ésotériques ont découvert ou redécouvert qui la peinture sur cailloux, qui les rituels et massages aux galets chauds et froids. L'opération Mafia du Galet a alors, en février 2023, pris un tour même international, car la réputation du galet français court dorénavant jusqu'au soleil levant. Grâce à l'acharnement de Gwenaël et la filière turque, la filière roumaine, moldave et une branche de la 'ndrangheta italienne fut démantelée. Des rementis ont par ailleurs tout expliqué et ont confessé la dureté de ce métier. Pour les Balkans, les voleurs sous-payés étaient appelés galetowski et exploités sur nos plages, de plus en plus dénudés et à la merci des éléments et de l'érosion, comme dans un goulag. La mafia, la 'ndrangheta, les appelait les Ciotolino et les Turcs Galetuglu.
Pauvres hommes. Pour le moment, les pontes à la tête de ces organisations sont certainement en fuite et les montagnes de beaux petits rochers polis retrouvés avant leur commercialisation ont pu regarnir nos côtes. Un soulagement. Une force spéciale a été depuis montée et en collaboration avec les pays possédant des plages analogues aux nôtres, des collaborations fleurissent de la Croatie à la Pologne en passant par la Scandinavie pour traquer, grâce à la force et la détermination d'un malouin au cœur brisé. Et donc, quand un de vos proches va vous exhiber avec fierté son galétarium, demandez-lui où il se les est procurés. Et oui, s'il n'est pas, malgré lui, complice du pillage et de l'odieuse mafia du galet. Merci. Alors, cher public, selon toi, laquelle de ces histoires de true crime est total bullshit? À l'applaudimètre. À l'applaudimètre. Alors. La première. On vous rappelle, c'était notre cher... John et Snapchat. Ah, ça applaudit du tout. Alors là, celle-là, il l'aime. Hein. Ouais. La deuxième. Los quesos mágicos. Si c'est faux. Si c'est faux. Vous applaudissez si c'est faux. D'accord. Ok. La troisième, la mafia du galet. Mais la deuxième a eu quelques applaudissements. Pourtant, on leur dit. Mais comment vous avez deviné? Oui. Mais tout le monde a crié, c'est pas un indice. C'était Los Galets. La mafia du galet. Alors qui... ah oui, du coup... ah oui, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas les cadeaux. Oh merde. Merci. C'était... Merci à tous et à toutes. Nous, on retourne à nos ponchos et nos chaussettes. Et c'était... Je pense que je vais attendre un peu avant d'avoir des chaussettes. Bon dimanche. Et c'était... Pardon. C'est arrivé près de Podren. Merci.